À toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce chouette webinaire. J'ai hâte de voir ce que nos super intervenantes vont nous raconter. Peut-être que avant de démarrer, je vais laisser vous présenter. Margot, je te laisse démarrer. Eh bien, allez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot Sarré et je travaille dans une association lyonnaise qui s'appelle Fréquence École. Moi, mon rôle dans cette association, je suis responsable pédagogique et donc je conçois nos dispositifs pédagogiques, soit des formations, des ateliers, enfin, toutes sortes de formats. Margot, et merci d'être là aujourd'hui. Et Nina, du coup, je te laisse la parole toi aussi. Merci, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Nina Lamparski. Je porte une double casquette en étant ici. Donc, d'un côté, je suis dans l'association Entre les lignes, qui est donc une association d'éducation aux médias et à l'information. Et je suis bénévole dans cette association en tant que journaliste. Je travaille à l'AFP où je gère l'équipe Afrique dans le département investigation numérique qu'on connaît plus sous le nom de fact-checking. Et juste un petit mot pour prévenir, je suis anglophone à la base. Donc, si jamais je fais des erreurs, ce n'est pas parce que je parle très mal français, c'est juste que parfois, je ne connais pas les mots. Donc, vous pouvez m'aider dans ces cas-là. Mais voilà, donc ça, c'était juste pour prévenir. Et je suis ravie d'être là. Noté. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présence. Et moi, je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Ondine et je suis chef de projet à la Mednum. Et du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, on va laisser la parole à Margot pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'éducation aux médias, etc. Ensuite, on fera Nina interviendra sur la partie des outils qui peuvent être pertinents dans le cadre de l'éducation aux médias et un petit retour d'expérience, enfin un retour d'expérience sur l'organisation des ateliers dans le cadre de sa casquette de bénévole au sein de Entre les lignes. Et Margot terminera par vous parler de la formation éducation aux médias qui va bientôt être disponible. Et après, on aura un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra à ce moment-là. Voilà. Et donc, du coup, Margot, je te tends le micro. Eh bien, c'est parti. Alors, je vais vous présenter quelques petites images. Je lance. Alors, je vais y arriver. Est-ce que vous voyez tous bien les images? L'image. Oui, moi je vois. Allez, c'est parti. Déjà, quand Ondine m'a invité à vous parler un peu de ce qu'était l'EMI, je me suis dit que c'était pas mal qu'on se replonge un peu dans l'histoire, qu'on fasse un petit voyage dans le temps pour se remettre bien tous sur les mêmes bases, et puis aussi pour se rendre compte que ça date quand même, l'éducation aux médias et à l'information, donc c'est pas tout nouveau, même si bien sûr avec toutes les actualités d'aujourd'hui, c'est un sujet bien sûr criant. Alors, du coup, on commence notre petit voyage dans les années 70. Donc, comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, la télévision s'installe très massivement dans les foyers bon, il y avait déjà la radio qui était très installée, mais la télévision va quand même changer un peu les choses et les familles se rassemblent beaucoup dans le salon autour de ce nouveau média. Alors bon, ça a commencé par une chaîne, plusieurs chaînes, etc.
Et donc, c'est un peu à ce moment-là que les premiers enseignants, les premiers chercheurs ont commencé à se poser des questions sur l'influence en fait de ce média-là sur les jeunes tout d'abord. Et du coup, ils s'interrogent sur la nécessité d'apprendre aux enfants à analyser en fait ce qui se passe à travers cet écran et à ce qu'on leur raconte. Et donc après, dans les années 80-90, c'est là qu'il va y avoir un tournant et que l'éducation aux médias et à l'information va s'imposer en prenant une forme très institutionnelle, puisque c'est le ministère de l'Éducation nationale qui va s'en emparer avec d'autres organismes comme le CLEMI, qui est d'ailleurs du coup créé en 1983. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de favoriser le lien entre les médias et l'école. Et donc, on met en place très massivement la semaine de la presse et des médias à l'école dans les années 90. Bon, je ne vais pas résister à vous mettre une petite image bien rétro des années 2000. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se reconnaissent dans cette petite photo. Moi, oui, en tout cas. Et donc, dans les années 2000, bien sûr, l'essor d'Internet, des ordinateurs, des réseaux sociaux va faire que l'éducation aux médias et à l'information va bien sûr devoir évoluer. Et donc, la question n'est plus finalement seulement de décrypter les médias traditionnels, mais bien sûr de comprendre toutes ces nouvelles formes de communication en ligne, l'arrivée des algorithmes et puis évidemment la production de l'information décentralisée, puisqu'on devient plus seulement récepteur d'informations, mais aussi concepteur, créateur d'informations. Et donc, dans ces années-là, à l'école, ce qui se passe, c'est qu'on va axer l'éducation autour de la vérification des sources et le concept de désinformation. Et puis, finalement, ce qui va marquer un gros tournant, une année charnière, malheureusement, c'est en 2015, lors des attentats. L'EMI va être officiellement intégré dans la loi de la refondation de l'école de la République, dans tous les programmes scolaires, du primaire jusqu'au lycée. Et donc, ça s'étend vraiment sur tous les programmes scolaires. Et donc, les objectifs sont plus vastes, on va dire, puisque on se met d'accord sur ce que l'EMI doit permettre, c'est-à-dire exercer sa citoyenneté dans cette société de l'information et de la communication. Alors finalement, pourquoi je vous ai parlé de tout ça c'est qu'on se rend compte que, de 1, l'EMI évolue avec l'apparition de toutes ces nouvelles technologies, donc la radio, la télé, puis l'ordinateur, puis le smartphone, etc. Maintenant, les IA. Enfin, bon, on voit que ça évolue énormément avec l'apparition de toutes nos nouvelles technologies et des nouveaux usages aussi qui arrivent, les réseaux sociaux, etc. Donc, elle est tout le temps mouvante. Et parce que plus est tout le temps mouvant. Et puis, deuxièmement, vous l'aurez compris aussi, je pense, c'est que l'EMI, elle est surtout organisée et institutionnalisée pour les jeunes et surtout le public scolaire, même si, bien sûr, il y a énormément d'associations qui œuvrent et qui mènent plein d'initiatives dans d'autres contextes, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les scolaires. Et après, concernant, par exemple, les adultes ou les aînés, c'est vrai que là, la prise en charge, elle est plus organisée autour d'associations, etc.
En tout cas, aujourd'hui, on s'accorde à dire que les enjeux de l'EMI sont doubles. D'une part, il y a le développement d'une approche critique des médias, de leurs messages, comment décrypter le fabricant de l'information, par quels médias elle nous est transmise, etc. Et puis, d'autre part, montrer que finalement, la pratique des médias, ça sert, in fine, à développer sa citoyenneté. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, l'EMI ne consiste pas seulement, parce que c'est souvent le message qu'on renvoie, à vérifier si une information est fausse, vraie, etc. Mais ça sert à développer bien plus de compétences. Et donc, il existe 3 familles de compétences. D'abord, les compétences techniques. Donc, bien sûr, savoir utiliser les outils numériques pour rechercher, produire et partager de l'information. Des compétences documentaires. Donc là, ça va être tout ce qui est sélectionner, trier, évaluer l'information. Et puis, finalement, souvent celles qui sont oubliées, les compétences critiques et psychosociales. Donc, comment l'information influence, tout ce qui est biais cognitif, et puis, bien sûr, questionner les émotions que l'on ressent face aux informations, aux images, aux médias, qui est, en tout cas, chez Fréquence École, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc voilà, j'ai fini pour cette première partie, petit tour d'horizon autour des grands enjeux de l'EMI. Trop bien. Merci beaucoup, Margot, pour tout ça. C'était hyper chouette. Et du coup, sans transition, Nina, je te laisse la main pour présenter un petit peu ce que fait Entre les lignes, comment vous organisez vos ateliers, etc. D'accord. Alors, je vais également essayer donc je vais partager mon écran Ouais. et Faudra peut-être que tu j'espère. départages le tien, Margot, je pense. Yes. Voilà, donc a Merci. priori, donc voilà. Est-ce que vous voyez la première slide? Oui, ok. Oui. D'accord. Est-ce que ça remplit tout votre écran? Parce que je ne sais pas trop. Oui, normalement, ça devrait le faire. Ok. Alors, donc je vais d'abord vous parler un tout petit peu d'entre les lignes, des ateliers qu'on fait, et ensuite j'en ai choisi un en particulier qui est celui que je fais assez régulièrement. Comme je travaille sur la désinformation, ça me tient particulièrement à cœur, et donc voilà, je vais vous montrer quelques outils assez utiles que vous pourriez appliquer assez rapidement. Il y en a peut-être certains parmi vous qui les connaissent déjà, donc désolé si c'est une répétition. Mais comme on va dans les écoles, comme on travaille autant avec les écoles primaires jusqu'à la terminale, donc on fait primaire, on fait collège, on fait lycée, on travaille également avec des jeunes adultes en réinsertion sociale, on a aussi un public adulte, on travaille avec les médiathèques et on fait également des présentations, des formations dans les centres pénitentiaires. Donc, Entre les lignes, à la base, a été créé par 2 journalistes, justement, donc par une journaliste de l'AFP et un ancien journaliste de chez Reuters. Aujourd'hui, on est à plus de 250 journalistes actifs, notamment en France. Il y a vraiment plein de médias qui sont représentés. On va également dans des écoles françaises à l'étranger, là où se trouvent justement des journalistes qui sont notre réseau. Et moi, en ce moment, j'essaie également justement d'élargir le réseau plus international, essayer d'atteindre également des enfants et des jeunes qui parlent pas français comme première langue, mais peut-être qui parlent anglais. Donc voilà, et donc je vais vous présenter quelques-uns de nos ateliers phares qu'on a. Est-ce que là, j'espère que vous les voyez bien. C'est 6 ateliers qu'on propose. Donc, entre autres, l'hiérarchie de l'information et pluralisme des médias. Donc là, c'est vraiment, en fait, ces 2 ateliers de base qu'on présente, qu'on propose. En général, on va dans les écoles, on fait 2 ateliers, 2 interventions à chaque fois de 2 heures. Donc, si c'est dans les écoles primaires et je crois jusqu'en
quatrième, on suggère toujours les 2 premiers que vous voyez ici, donc l'hiérarchie de l'information et pluralisme des médias, ainsi que les faits, rien que les faits, parce que justement, ça permet vraiment de créer des bonnes fondations sur ce que c'est l'information, comment différencier l'information, enfin une information, un fait d'une opinion, par exemple, d'une supposition. On fait dans ces ateliers-là, c'est très interactif, c'est vraiment important de faire travailler un maximum les jeunes. Donc, on fait par exemple des conférences de presse avec les enseignants et les enfants ou les jeunes, en tout cas à ce moment-là, peuvent poser des questions et ensuite écrivent eux-mêmes un article pour vraiment leur faire vivre un peu ce métier. Ensuite, dans les ateliers en deuxième instance qu'on propose, c'est démêler le vrai du faux sur Internet, qui est un peu celui que je fais souvent. On a les images et leurs détournements. Très important aujourd'hui. Liberté d'expression et caricature, qui est probablement notre atelier qui suscite le plus de discussions, mais qui est aussi notamment un des plus riches justement dans les retours. Donc, pouvoir s'exprimer dans un cadre de respect, pouvoir dire des choses qui ne sont pas toujours évidentes à dire, s'échanger sur des idées, même entre élèves qui ne vont pas forcément être d'accord sur le fait d'est-ce que tout est bon à dire, est-ce que tout est bon à être dessiné. Donc, c'est un atelier, en général, quand on arrive en tant que bénévole, ce n'est pas le premier qu'on fait, parce que c'est un atelier qui peut engendrer, il est un peu controversé par moment, mais comme je disais aussi très riche. Et ensuite, le dernier, c'est un tout nouveau qui s'appelle le procès des médias. Voilà, vu le rôle et la réputation des médias qui a quand même pris un sacré coup ces dernières années. Donc là, c'est vraiment l'idée, alors c'est ce que vous appelez en français, je crois, des joutes verbales, c'est ça? Donc, on crée en fait des groupes qui vont ensuite faire des plaidoyers pour l'un ou pour l'autre. Et c'est très interactif, encore une fois. Et donc, on fait notamment aussi des quiz. Alors, cet atelier-là est vraiment réservé au lycée à un public adulte. Parce que voilà, c'est la formation d'opinion à ce niveau-là est déjà un peu plus avancée vis-à-vis des médias. Donc, j'avance de là pour ensuite, donc, je vais vous montrer quelques exemples d'un des ateliers qu'on fait, donc qui est celui de démêler le vrai du faux sur Internet. Là, j'ai pris l'atelier, je crois, qui va jusqu'au 4e, donc c'est toujours divisé entre les plus petits, les plus jeunes. On a évidemment des ateliers à part pour l'école primaire, mais au collège, en fait, et au lycée, voilà, ça va jusqu'à la 4e. Et ensuite, on a un atelier adapté pour les 3e jusqu'en terminale. Donc là, ça c'est par exemple, donc tous les exemples que je vous montre, c'est des exemples vrais qu'on traite. Donc par exemple, cette publication-là avait énormément circulé sur les réseaux sociaux suite à la mort de Pelé. Et donc, en lisant ce texte, souvent, les jeunes vont assez rapidement se dire, bah oui, c'est vrai, ils sont choqués sur le fait que les pieds de Pelé auraient été coupés et mis en exposition dans un musée. Beaucoup ne s'interrogent pas au départ sur la source, sur les sources, sur voir est-ce que c'est vrai ou non. Ils ont souvent une réaction assez instinctive par rapport au fait que c'est choquant. Et ils ne se demandent pas forcément, tiens, est-ce que là, il y a des choses quand même qui sont peut-être voilà, pas forcément, qui sont un peu dubiteux au niveau du sourcing. Et on leur montre également les commentaires qui sont souvent une très bonne source d'information parce que ben voilà, souvent il y a des gens qui vont eux-mêmes en fait mettre les réponses et vous dire ah ben non en fait c'est pas vrai, c'est pas du tout au musée machin. Et ensuite, on va leur parler de certaines choses. Ben, on va leur poser les questions. Voilà, qu'est-ce qui vous fait douter dans cette publication? Quel indice repérez-vous? Que pensez-vous des commentaires? Par exemple, dans l'exemple de Pelé, ce qu'on peut regarder. Alors souvent, ce qu'on constate, c'est que au-delà des outils que vous pouvez faire passer, c'est souvent juste en fait l'esprit critique qu'il faut vraiment animer. Donc c'est souvent en fait quand on relit le texte, ben, on va vite se rendre compte, notamment dans cet exemple, qu'on utilise un conditionnel, donc tout le conditionnel qui justement sert un peu à faire circuler des rumeurs, c'est pas la conjugaison de la certitude, on va dire. Autre chose, les sources, ben, selon des sources au Brésil, il n'y a pas d'indice, on ne peut pas aller vérifier plus loin en fait. Donc souvent, une fois qu'on le déconstruit, les jeunes en fait vont nous dire ah oui, bah, finalement, je ne le partagerai pas. Autre chose qu'on leur indique, c'est d'aller justement, et souvent on voit ça, c'est que tout ce qui est partagé sur les réseaux,
c'est souvent un partage très rapide parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne prend pas le temps de réfléchir 2 fois. Tiens, c'est dingue, j'ai envie de… Oh, je vais faire partager ça avec mes amis. Et en réalité, donc on leur dit, bah, prenez juste 1 minute, vous êtes un peu détective, là, et en fait, c'est d'aller voir un peu plus loin. Donc dans ce cas-ci, par exemple, on voit bien que déjà la page, elle est assez bizarre, même s'il y a beaucoup de followers, mais le site web donné, indiqué, l'adresse email, elle n'est pas très fiable. Ensuite, si vous cliquez sur football.com, en fait, c'est un site qui n'a rien à voir avec le foot ballon. Et autre chose, par exemple, donc là, je vous présente une première petite astuce, et peut-être beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais on se rend compte que souvent les gens ne sont pas au courant, c'est que si vous êtes sur une page Facebook, bon là je l'ai pris en anglais parce que je travaille souvent en anglais, mais ça s'appelle en anglais, vous allez voir à côté de là où il y a marqué post, ça s'appelle About. Donc en français, c'est à propos. Si vous cliquez sur à propos, vous allez voir en bas, la troisième option, ça va vous donner Page Transparency, ou chez vous, ce sera, je crois, c'est transparence de la page. Et bien là, en fait, vous pouvez voir tout plein d'informations intéressantes, comme à quel moment est-ce que cette page a été créée, dans quel pays est-elle gérée, est-ce qu'elle a changé de nom. Si une page, par exemple, elle change souvent de nom, ben, c'est déjà un indicateur qu'il y a quelque chose qui pourrait clocher au niveau de la fiabilité et de l'authenticité de cette page. Donc ça, c'est une astuce assez… qu'on utilise assez souvent aussi dans notre équipe pour vérifier. Deuxième chose que j'ai envie de vous montrer, ce sont ces personnages. Est-ce que quelqu'un les connaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire, n'hésitez pas, j'aime bien l'interaction, j'aime pas parler tout le temps toute seule. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de qui ça pourrait être? De la banque de photos générées, Exactement. ce sont des personnes qui n'existent pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le site s'appelle This person does not exist. Et c'est D'accord. exactement ça. Donc, c'est 3 personnes qui n'existent pas. Donc, forcément, l'IA, et Margot l'a énoncé également, c'est aujourd'hui évidemment un de nos grands adversaires. Enfin, c'est aussi évidemment un grand Après, dans ce allié, cas-là, on ne peut mais pas vraiment parler d'IA, hein. C'est juste là, dans ce oui. site-là, dans ce cas précis, c'est juste des photos fusionnées. Oui, d'accord, mais oui, vous avez tout à fait raison, mais dans le sens de, voilà, si on prend des images générées, vraiment à partir de outils, IA, bah là, on se retrouve aujourd'hui, et on le sait, dans une réalité beaucoup plus compliquée. Au niveau de la vérification, les outils sont compliqués. Enfin, déjà, les outils, quand ils sont vraiment très bons, ils sont payants, et au-delà de ça, aujourd'hui, les outils souvent ne sont pas suffisamment bons justement pour faire la vérification d'authenticité d'images qui ont été produites avec l'IA. Ils existent, mais ils ne sont pas, voilà, comme je disais, on ne peut pas juste se fier à ça. On sait évidemment que le changement de photo n'a rien de nouveau. Staline aimait le faire avec ses adversaires à chaque fois que quelqu'un n'existait plus, ne faisait plus partie de son cercle de confiance, on enlevait cette personne. Donc, en soi, changer les images, c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, évidemment, on se trouve avec un niveau d'interférence, comment on dit, la sophistication est évidemment plus avancée. Là, je ne sais pas si vous pouvez entendre. Bon, vous connaissez tous le joueur, j'espère que vous avez entendu la bande de son. Donc, c'est Messi qui parle en anglais. Cette vidéo avait vachement circulé parce que justement, Messi est connu pour le fait de ne pas avoir vraiment appris l'anglais et qu'il parle toujours en espagnol dans les conférences de presse. Ben là, en fait, cette vidéo, elle a été créée à partir d'un outil qui vous permet en fait juste de changer de langue. Donc, la vraie conférence de presse est faite en espagnol. Et c'est un outil de traduction en fait qui simplement change la langue et adapte la bouche. Après, si vous regardez de près, évidemment, ça se voit clairement que ce n'est pas qu'il ne parle pas réellement lui-même. Là, je vais vous donner quelques exemples. Vous me dites vite fait si oui ou non c'est généré par l'IA. Donc, voilà, celle-ci. Donc, si vous voulez, quelqu'un peut juste dire si vous pensez que c'est fait avec l'IA ou non. Après, sinon, ne soyez pas timide. Bah là, comme ça, sans vérification, ça me paraît tout à fait plausible parce que la nature peut très bien nous surprendre. Moi, je ne tirerai pas de conclusion hâtive, je ferai une recherche par image et je vérifierai. Comme ça, là, à l'œil nu, vu que l'IA a des grandes améliorations, je ne peux pas. Moi, j'ai un Très- doute. Moi, j'ai un doute mais assez à vérifier. Je trouve qu'au niveau de l'image, il y a 2 plans et le premier plan est bien découpé, un peu trop découpé.
On voit vraiment, si on agrandit, je pense qu'il y a vraiment la découpe. Et derrière, il y a un plan qui nous semble rajouté, mais à vérifier. Mais si on met cette image-là logiquement sur Google Lens, on va retrouver peut-être, voilà, ou d'autres outils. Exactement, bah, voilà, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être les outils dont je vais vous parler, vous allez déjà en connaître. Alors, évidemment, voilà, Google Lens est excellent pour ça. Alors là, pour le coup, c'est pas de l'IA. Dans ce cas-ci, c'est une vraie photo. Dans ce cas-ci, est-ce que quelqu'un veut s'aventurer? Bon, dans ce cas-ci, c'est de l'IA, mais entre les deux images, la différence, elle est, enfin, c'est assez compliqué de savoir laquelle est quoi. Est-ce que ici c'est l'IA ou non, selon vous? Voilà, ça se voit. Oui. Ah bah là, c'est pas de l'IA, c'est une vraie photo qui a été prise dans le centre Appel. Et en fait, elle a été Peut-être prise à qu'il est un peu travers une vitre. réétalonné quand même. Oui, mais elle a été prise en fait à travers une vitre. C'est ça qui crée les reflets en fait. Donc, mais à la base, c'est une vraie photo. Ici, IA ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Je dirais que oui. Sur base de quoi? L'éclairage, les divers degrés, la profondeur, en fait, la mise au point, enfin, il y a un truc qui me dérange. C'est assez diffus, mais voilà, ça n'inspire pas confiance. Donc, de toute façon, c'est pas oui ou non, c'est juste vérification ou pas vérification. Ouais. Bah là, c'est en effet, même si Pareil. on regarde ici. Oui, allez-y. Pardon, oui, avec le bras, là, on a Ouais. vraiment l'impression qu'il y a une découpe, quoi. Il y a une découpe. En plus, si vous la regardez de plus près, vous allez voir, il y a une véritable découpe. Regardez de plus près, on verra aussi qu'ici, il y a un problème avec le pouce. Donc oui, en effet, les proportions ne sont pas alignées non plus. Voilà, donc là, c'est de l'IA. Cette photo-ci, IA ou pas IA? Celle-là, elle est toute récente. Elle date de cette semaine. On dirait plus une photo qui a été recadrée pour être sortie de son contexte. Ouais, je Oui, suis d'accord avec ça. dans ce cas-ci, c'est une photo générée par l'IA. Donc, ce n'est pas une réelle photo, mais en effet, elle aurait pu aussi être tout à fait recadrée, voilà, exactement sortie de son contexte et recadrée pour changer de sens. Et dernière photo dans cette série, IA ou pas IA? Ça pourrait, parce qu'on peut très bien demander à l'intelligence artificielle de nous créer une photo d'un plat avec tous les détails et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant et dans ce cas-ci, en effet, c'est l'IA et on a 2 plats, on avait demandé on avait pris une photo, d'un toast avocat comme ça, qui est vrai et à côté de celui-là et en fait, celui qui était vrai apparaissait plus faux que, en fait, la photo IA. Donc voilà, tout ça, c'est juste, vous le savez, mais c'est juste, voilà, ça, c'est les exemples qu'on demande souvent dans les écoles pour, voilà, parler du fait qu'il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, alors, en effet, la façon dont on approche le sujet, comment faire la vérification de photos, vérification s'il s'agit d'une photo retouchée ou non. Alors cette photo-là, elle avait cartonné il y a 1 an et demi, 2 ans, 2 ans sur les réseaux lors des retraits, des manifs. Bon, voilà, si on regarde de plus près, évidemment, il y a plein de problèmes avec cette photo. La personne qui l'avait mis sur les réseaux, en fait, voulait faire un point sur le fait qu'on circule aujourd'hui, que c'est très facile de créer des fausses images. Mais évidemment, il y avait des personnes qui les avaient recirculées comme si c'était des vraies photos. Donc, il y a aussi toujours ce risque-là. Il faut réfléchir à ce qu'on met sur les réseaux parce que justement, ça peut être repris dans un autre cadre. Et donc là, si on regarde bien les mains, évidemment, ce sont toujours les mains avec lesquelles l'IA continue à avoir des problèmes. Donc là, il y a 6 doigts. Alors, il y a des personnes avec 6 doigts, mais dans ce cadre-ci, il y avait aussi d'autres problèmes de visage, de détails sur le visage. Pareil avec la photo du pape, quand on l'a regardée vraiment de près, on voyait bien que les doigts, ça ne matche pas.
Et voici des exemples. Bon, l'exemple date déjà un tout petit peu, mais les mains sont déjà à la base très difficiles à dessiner, de toute façon, même par les êtres humains. Donc, l'IA continue quand même à avoir, voilà, sur la physicalité chez les êtres humains, sur la physionomie, souvent on va trouver des détails qui clochent. Donc, après, vous avez mentionné, en effet, au-delà de l'approche critique, regardez dans le détail, on peut évidemment utiliser, il y a un énorme nombre d'outils, d'outils de recherche d'images inversées qui font tout à peu près la même chose avec certains degrés de différence. Yandex qui est donc un engin russe, vous avez Baidu qui est chinois. Après, bon, voilà, nous, personnellement, on travaille beaucoup néanmoins avec Google Images, avec Google Lens et Yandex parce qu'on trouve, voilà, on a les meilleurs résultats avec ces outils-là. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment fonctionne Google Images visiblement, d'après ce que vous m'avez dit. Donc, si vous l'utilisez voilà, sur le desktop, voilà ce que ça va vous donner comme résultat. Souvent, aujourd'hui aussi, ce qui se passe, il y a eu des debunks, des fact-checks qui ont été faits sur une photo, par exemple. Ben, normalement, les fact-checks vont apparaître assez haut dans les résultats, ce qui est pas plus mal. Vous avez également, et forcément avec Google Lens, le côté traduction qui est très utile. Sur votre téléphone à ce moment-là. Par contre, il y a un autre outil. Alors, j'aimerais bien savoir si quelqu'un est familier avec InVid. Je ne peux pas voir vos chats, malheureusement, là. Donc, pour ceux qui connaissent InVid, peut-être que vous êtes à plein. Donc là, en fait, finalement, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, donc c'est un outil qui a été développé, co-développé par quelqu'un ici à l'AFP, qui est vraiment le fondateur principal de cet outil, qui permet en fait de faire plein de choses. C'est vraiment une boîte à outils essentielle. Je crois que par semaine aujourd'hui, on a 90 000 utilisateurs actifs partout dans le monde. Alors, ce sont souvent des journalistes. Mais on donne également, l'outil de base est accessible à tout le monde. Après, il y a des fonctionnalités qui sont accessibles qu'à des professionnels ou à des chercheurs. Donc là, il faut juste faire une demande que je vous montrais. Donc, il suffit juste de rajouter InVid à votre, comme un plugin sur Chrome. Et ensuite, donc là-dedans, vous avez en fait à peu près tout ce que peut faire. Donc, vous avez dans le côté, vous avez une analyse vidéo. Vous pouvez également analyser les images. Il y a une loupe en fait qui est très pratique pour justement voir les détails en plus grand. Autre chose très utile, c'est que quand vous voyez une vidéo, au lieu de la décortiquer vous-même, ben, vous la rentrez en fait dans InVid et InVid tout seul en fait vous donnera je ne sais pas comment ça s'appelle en français, the keyframes, donc les cadres, enfin les images les plus, on va dire les plus forts de la vidéo. Et ça, donc après vous cliquez dessus et vous pouvez ensuite faire une recherche d'image inversée tout simplement. Donc, certaines choses à garder à l'esprit, justement, ce qu'on dit aussi aux jeunes, quand ils voient des photos, et vous l'avez mentionné, forcément, c'est la qualité d'image d'un côté. Donc, plus vous avez des images en high res, ben mieux sera votre recherche. L'angle, évidemment, comme vous l'avez mentionné, on peut forcément recadrer une photo, ce qui peut changer, évidemment, comme ici dans cet exemple, ben, ça peut changer tout à fait le sens. Donc ici, si on indique qu'on n'avait mis que des joueurs blancs en avant et en réalité, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la photo, c'est de la même séance, de la même session. Et là, on voit qu'en fait, la photo a été recadrée pour finalement représenter légèrement autre chose. À savoir aussi, dans la recherche d'images inversées, si jamais vous n'arrivez pas à trouver une photo, il se peut que cette image, en fait, a été déjà tournée dans l'autre sens par la personne qui l'a mise sur les réseaux. Et là, encore une fois, dans InVid, vous avez la possibilité justement to flip it. Je ne sais pas quel est le mot, mais pour la faire changer de sens. Et ça nous est déjà arrivé, notamment dans un contexte militaire avec des avions, de pouvoir ensuite retrouver en fait des images d'avions qui ont été changées de contexte. Et finalement, il reste, et ça c'est pas juste parce que j'y travaille, mais en effet, on a également une ligne qu'on signale aux jeunes dans nos ateliers. Donc il y a à effet factuel, il y a une ligne WhatsApp où on peut envoyer justement, les gens envoient des choses
circuler sur les réseaux qui leur paraît bizarre, ils nous les envoient et donc nos équipes vont, si c'est valable, on va se mettre dessus et les vérifier. Voilà un petit horizon. Je ne sais pas si je vous ai appris beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes pas mal en fait, à connaître déjà les outils, mais j'espère que bon, là, en tout cas, c'est à peu près ça, par exemple, dont on parle dans les ateliers qu'on fait. Et comme je disais, nous, c'est vraiment quand même la grande cible, c'est souvent des jeunes voilà, des petits en CP jusqu'à la terminale. Donc, on essaye voilà, de faire un tour d'horizon. Et c'est tout. Voilà. J'espère que c'était un peu utile. Trop bien, un immense merci pour tous ces outils, Nina, c'est trop chouette et il y a eu plein de réactions dans le chat. Donc, c'est hyper précieux. Avant de laisser la parole à tous les participants qui souhaitent intervenir, peut-être Margot, tu peux parler un petit peu de la formation qui va arriver en éducation aux médias? Oui, alors je vais vous la présenter rapidement. J'espère que ça va vous donner envie de vous inscrire, bien sûr. Alors, déjà pour commencer, on a été plusieurs à travailler sur cette formation. Donc, il y a eu Gaëtan qui est de formation et de métier journaliste, reporter d'image, qui est notre expert sur l'info depuis longtemps chez Fréquence École. On a aussi dans l'équipe une chercheuse en sciences de l'information et de la communication qui nous a accompagnés sur une grosse phase d'analyse de besoins et je vais vous en parler après. Et puis donc moi-même, conceptrice pédagogique dans l'association. Donc, comme je vous disais, avant de se mettre à bosser sur le contenu de la formation, on a fait une étude exploratoire. On a fait plusieurs entretiens avec des profils assez variés de professionnels de la médiation numérique, mais aussi de l'inclusion numérique pour mieux cerner quels étaient leurs besoins au quotidien et aussi ce qu'ils percevaient chez leur public. Alors, plutôt public adulte. Nous, on s'est concentré sur le public adulte puisque pour les jeunes, il y a déjà pas mal d'offres. Donc, on s'est dit qu'on allait recentrer là-dessus, même si, en fait, le contenu de la formation peut toucher toute tranche d'âge, hein, vous le verrez. Alors, les différents objectifs de la formation. D'abord, ce qui est ressorti, c'est la nécessité de mieux cerner le besoin de son public. Et donc, finalement, ce qu'on va vous apporter pendant cette formation, c'est d'essayer on va vous donner des outils en fait pour décrypter un peu les comportements, les réactions, les émotions chez vos publics divers lorsqu'ils sont face à une information. Donc, essayer de comprendre quels sont les freins, par exemple des freins psychologiques. Qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les perturbe, donc voilà, on a développé pas mal d'outils là-dessus. Deuxième point, l'idée, c'était aussi l'idée, c'est d'acquérir des compétences pédagogiques, on va dire ça comme ça, et de mieux comprendre, mieux connaître ce que sont les compétences informationnelles et comment les développer chez les publics. Et donc, pour cela, on a conçu une approche que je vais vous présenter après, qui s'appelle l'expérience informationnelle en 3 dimensions. Et puis, le dernier objectif, pour pouvoir agir concrètement avec vos publics, on vous transmet un kit d'activités très modulable. L'idée, c'est que vous puissiez, après avoir analysé
le besoin chez vos publics, en fait, de sortir, d'ouvrir. C'est une sorte de grande boîte à outils. Vous pouvez sortir des petites activités. Alors, elles sont toutes... alors, il y en a des plus longues que d'autres, hein, mais voilà, vous pouvez composer, en fait, soit sur une seule séance, soit sur un parcours plus long. Vous pouvez mener des ateliers en groupe avec vos publics. Donc, voilà, c'est ce qu'on va vous transmettre lors de cette formation. Et donc, pour que vous compreniez un peu l'approche, je vais vous montrer ce que c'est que cette fameuse expérience informationnelle en 3D. Donc, la voici. Donc, on s'est inspiré de travaux qu'on avait déjà menés, de travaux aussi scientifiques sur le sujet, et puis bien sûr des contenus qu'on a récoltés lors des entretiens préparatoires. Et donc finalement, on s'est dit, bon bah ok, quand on vit une expérience informationnelle, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce qu'on vit lorsqu'on reçoit une information. Donc il y a le moi, finalement, c'est qu'est-ce que l'information me fait personnellement. Et donc là, on va venir se questionner sur la manière dont on perçoit cette information, comment elle nous affecte personnellement. Donc là, il y a énormément la question des émotions, bien sûr, mais aussi, on va comprendre que finalement, l'expérience informationnelle, elle est subjective, que d'une personne à une autre, on ne va pas déjà être intéressé par les mêmes sujets et on ne va pas recevoir de la même manière telle ou telle information. Et puis, on va bien sûr s'intéresser à tout ce qui est fonctionnement cognitif et notamment avec les fameux biais que notre cerveau nous fait vivre et qui peuvent du coup nous influencer quant à la réception de ces informations. Donc voilà, là c'est vraiment qu'est-ce que l'information me fait à moi et comment moi je la perçois, je la réceptionne dans mon cerveau et finalement je la traduis d'une manière très subjective. Le deuxième champ, c'est l'information en tant que telle, comment elle est construite, comment elle est faite. Et donc là, finalement, c'est se questionner sur la construction de cette information, puisque l'information, c'est jamais vraiment une réalité brute, on le sait, à travers, bien sûr, les différents médias qui ont des lignes éditoriales, mais aussi comment est-ce qu'on va présenter l'information, même si c'est pas toujours intentionnel. En fait, on fait des choix. Les journalistes, les autres professionnels font des choix à chaque instant pour nous présenter des informations, le choix des mots, le cadrage des images, on en a parlé, le choix des sons aussi pour tout ce qui est vidéo et radio. Voilà, l'image, elle est construite de toute façon et on ne nous distribue jamais vraiment la réalité. Et donc, voilà, se questionner comme ça sur comment elle est construite, comment on me l'amène et comment finalement on cherche comment est-ce qu'on m'amène cette information. Donc voilà, et puis le troisième champ, c'est ce qu'on a appelé le nous. Finalement, collectivement, qu'est-ce qu'on en fait de cette information? En fait, l'expérience informationnelle, elle est aussi très collective et très sociale. Et donc, dans ce champ-là, on va venir se questionner sur finalement comment cette information, elle va me permettre de créer, par exemple, un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. Comment est-ce que ça me permet finalement de me créer une identité sociale aussi, et comment aussi l'information va circuler dans les différents groupes sociaux. Donc voilà, là c'est vraiment la dimension sociale de l'information. Et donc, dans cette formation, on va vous expliquer ces trois champs de manière beaucoup plus détaillée que ce que je viens de faire. Et l'idée, c'est que
ensuite, vous preniez en main un kit d'activité qu'on a construit autour de ces 3 dimensions d'information. Donc, bon, je vous ai fait une slide assez rapidement. Mais donc, sur l'image que vous trouvez tout à droite, on a le kit d'activité que je vous ai mis. Voilà, je vous ai mis une image qui résume un peu ce que vous allez retrouver dedans. Et donc, vous allez retrouver d'abord une échelle, ce qu'on a appelé l'échelle des besoins informationnels. Donc là, c'est un outil qui vous permet, c'est l'image qu'on voit à droite, l'échelle des besoins informationnels, elle vous permet de comprendre un peu le niveau de compétences informationnelles de votre public. Donc là, ça peut être plus en accompagnement individuel. Et donc, essayer de mieux cerner le niveau pour pouvoir finalement construire avec cette personne des actions qui vont le permettre de gagner en autonomie sur ses compétences informationnelles, hein, que ce soit dans les entretiens qu'on a eus, hein, des fois c'était du bas niveau, hein, c'était avoir accès à la météo sur son téléphone. Hein. L'information, ça peut aussi être ça en fait. Margot, je vais juste te couper 30 secondes. Il est déjà 45, donc si tu peux 3 minutes. prendre encore 2-3 minutes, pas Ouais. plus, pour qu'on laisse un peu de temps aux échanges, ce serait top. Merci beaucoup. Désolée de te couper. Je termine très rapidement. Et donc, voilà, finalement, dans la boîte à activités, vous allez retrouver des petites activités très courtes, comme je vous le disais, qui vont se rapporter à ces 3 blocs, du coup, des 3 dimensions de l'info, de l'expérience informationnelle. Donc, dans le mois, vous allez retrouver des activités. Voilà, on va revenir il y a des activités sur les biais, sur la compréhension de la notion de point de vue, sur la loi de proximité. Donc là, c'est finalement pourquoi cette information m'intéresse ou pas. Dans l'info, bon, ça va être beaucoup de la construction de l'image, par exemple du recadrage d'image comme a pu vous montrer Nina. Et puis dans le nous, ça va être des jeux qui vont par exemple, jeu d'influence, c'est un petit jeu vidéo qui vous permet de comprendre la propagation d'une information et voir comment ça se diffuse, ça se construit. Et puis, enfin voilà. Et on termine par vous présenter Enquête de sens, qui est chez nous une activité un peu phare qui permet en fait c'est une activité qu'on a appelée conclusive, qui permet en fait de revoir un peu toutes ces notions en menant une enquête en fait dans différentes sources d'informations. Et donc, ça permet de revoir un peu tout ce qu'on a vu et de conclure tout ça. Voilà, j'ai fini. Trop bien, merci beaucoup Margot, et désolée de t'avoir pressée. Pas de souci. Il y a plein de questions chouettes dans le chat, notamment sur les modalités de formation. Donc, j'ai bien remis le lien vers la page. Les modalités de formation, c'est sur le même modèle que les autres modules, c'est 1 jour en distanciel et 1 jour en présentiel, si je ne me trompe pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À nos 2 intervenantes. Est-ce que l'outil présenté à l'instant, Margot, est-il à notre disposition? Enquête de sens. Oui, lors de la formation, on vous transmet tout, bien sûr. Ouais. Après, vous repartez avec, on vous a créé des petits dossiers. À chaque fois, vous avez les supports à imprimer ou les médias à diffuser, etc. Et puis, à chaque fois, vous avez aussi une petite fiche d'animation qui vous précise un peu le déroulé de l'activité et comment vous pouvez la mener. Et donc, bien sûr, tout ça, vous allez tout avoir tout beau à votre disposition. Trop bien. Merci beaucoup, Margot. Alors, je ne sais pas le nom, mais du coup, le conseil numérique du pays de Gex, tu peux prendre la parole. Normalement, ton micro est désactivé, mais du coup, on ne t'entend pas. Ah, ok, pas de souci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nina ou Margot ou les deux? Je veux bien répondre à la question. Enfin, Margot, à moins que tu veux y aller en premier, mais la mesure sur les Ouais, comment on vas-y. mesure l'impact esprit critique. Alors, nous, on a un exercice très concret qu'on fait. En début de cours de formation, on fait par exemple circuler un texte et ensuite on demandera aux jeunes qui le partagerait sans hésitation. Et souvent, ils sont, la majorité va le partager. Ensuite, on va déconstruire le texte au fur et à mesure. On va utiliser d'autres exemples. Ça nous permet une porte d'entrée en fait pour ensuite parler de plein d'autres exemples. Et à la fin des 2 heures, on repose la question. Et là, globalement, il n'y en a aucun qui veut partager la nouvelle. Et c'est pas parce qu'ils se sentent gênés, mais vraiment parce que souvent après, ils viennent nous dire, bah, là, j'ai compris, ça. Voilà. Donc ça, c'est une façon de le mesurer directement sur le champ. C'est vraiment ça, c'est de voir que ça, voilà, ça les empêche de. Après, il y a d'autres paramètres plus concrets. Mais comme je travaille, moi je suis juste bénévole donc, et dans le CA d'entre les lignes, mais je suis sûre que voilà, les fondateurs pourraient vous donner beaucoup plus d'infos là-dessus. Mais ça, c'est vraiment un exemple concret. Voilà, merci beaucoup. Réponse. Il y avait une question aussi dans l'onglet questions et réponses sur le quota. Ce module, il est bien, il n'est pas en bonus, pour reprendre les mots de la question. Comme les cafés IA, c'est un module à part entière qui compte dans votre quota annuel de formation. Et du coup, Mia, je te laisse la parole. Alors du coup, je sais pas si c'est vraiment une question, c'est plutôt un constat. Pour ma part, je me suis emparée, du sujet un petit peu, dès que je suis arrivée en poste. Donc, moi, c'est une reconversion, là, je suis référente numérique, mais j'ai fait mes études, en fait, je suis diplômée en sciences de l'information et de la communication, donc c'est des questions qui m'ont touchée particulièrement et donc là, aujourd'hui, je travaille en mission locale, donc sur un public jeune, 16-25 ans, heu et heu et bizarrement, en fait, plus j'ai avancé sur ce sujet, plus, j'ai eu le sentiment, ça reste un sentiment, donc ma question, vient vers vous, à ce sujet-là, pour la conforter ou peut-être, l'évincer. Mais j'ai plutôt eu le sentiment, en fait, que, les jeunes, aujourd'hui, avaient tendance, non pas à croire, mais à ne, par défaut, plus croire en quoi que ce soit. Et non pas en fait, en tout cas sur le public que j'accueille, des réflexes ou même carrément des connaissances en fait, de sources, fiables en fait, hem, pour pouvoir valider ou non une information, et agissent parfois en fait au sentiment. Donc, vis-à-vis d'influenceurs ou, voilà, donc telle personne, nous paraît sympathique, traite l'information, d'une manière qui me convient. Donc soit, ça peut être drôle, ça peut être qui paraissent, potentiellement être sérieuses et on va s'y fier et après, on est vraiment complètement noyé dans la potentielle désinformation et je trouve ça assez effrayant. Et ça se traite sur le plan médiatique, sur la vie de tous les jours. Donc on pouvait le voir sur de la météo, sur de l'écologie, sur des faits divers, mais aussi sur des faits de société beaucoup plus importants et je trouve ça très effrayant. Donc voilà, donc je voulais savoir si c'était quelque chose que vous constatiez parce que c'est vrai que sur des ateliers, souvent l'angle, d'approche est, de l'éducation, aux différentes sources, d'informations et de pousser les gens à faire cet effort, ce travail de vérification. Mais j'ai l'impression qu'on arrive, sur pas mal de publics, en fait, sur des publics blasés, en fait, qui ne veulent même plus chercher à savoir. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Moi, je veux bien répondre, Margot. Je ne sais pas si tu veux aller en premier. Bon, vas-y, commence, je t'en prie. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ça dépend de la tranche d'âge, évidemment, mais c'est sûr que quand on arrive chez les 16, 17, 18 ans, selon les endroits où on est souvent face à un mur de silence et puis aussi souvent un mur de mépris et de dédain et de doute. Et donc,
moi, je vois mon rôle pas du tout comme. Alors, je vois, ça rejoint un peu la question. Il y a une autre question, comment abordez-vous les jeunes, avec les jeunes, le côté fake news, sans partir de la théorie du complot et ça. Alors, je leur dis toujours dès le départ qu'il ne s'agit pas de leur convaincre de changer leurs opinions. Moi, ce que j'ai envie de leur faire, c'est en fait juste de leur faire comprendre le travail qu'on fait, par exemple en tant que journaliste, comment nous, on travaille pour avoir nos sources, la transparence des sources. Dans le fact-checking, on a vraiment une méthodologie qui se base complètement sur le fait que les faits doivent pouvoir être vérifiés par le public. C'est pas juste nous qui le faisons, mais on vous dit exactement pas par pas comment on a fait. Et après, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, mais il faut interagir énormément. Moi, je les fais beaucoup parler. J'essaie de me taire beaucoup, de les écouter, les faire parler entre eux. Il y a quand même souvent, je décroche toujours une ou deux personnes, je découvre toujours une ou deux personnes qui sont un peu plus ouverts. Donc, je les fais parler eux. Et donc, il y a aussi un débat qui se fait entre eux et ça nous est déjà, enfin, ça m'est arrivé récemment dans un lycée où vraiment au départ, personne n'avait une très bonne opinion du métier, des médias. Et à la fin, il me disait, maintenant on comprend mieux d'où viennent vos sources, c'est bien. Quand eux-mêmes, en fait, ils font la conférence de presse, ils doivent poser des questions, ils se rendent compte qu'en fait, souvent, ils passent un peu à côté des vraies questions. C'est des questions, enfin, pas à côté, mais qui pensent pas. Donc, on leur montre aussi la pression un peu du métier qui peut avoir lieu. Et puis, on les encourage juste, on leur dit souvent, entendre ce que vous pensez déjà, quelqu'un le répète, bah, c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, chez vous, pas les ennemis, mais chez ceux que vous aimez moins, c'est bien aussi d'être au courant d'autres choses. Donc c'est un peu aussi, voilà, essayer de créer un peu ce truc de détective. Et puis, ben, on essaie de les orienter vers des influenceurs comme Hugo Décrypte, qui fait un bon boulot, qui heureusement est déjà assez connu, que ce soit parmi des jeunes plutôt ouverts aux médias, comme parmi ceux qui n'aiment pas du tout les médias. Ben, Hugo Décrypte, il l'aime plutôt bien. Il trouve qu'il fait un bon boulot, il est jeune, il n'est pas attaché à une maison de médias, tout ça. Mais donc voilà, il y a plusieurs angles. Et pour ce qui est du sectaire, religion, alors de toute façon, nous, notre but, ce n'est pas de changer leurs opinions. C'est juste en fait de les pousser un maximum vers chercher les faits. Et on leur dit aussi, plus quelque chose vous énerve, plus il y a un risque à ce que quelqu'un cherche justement à enflammer vos émotions. Et quelque chose qui vous enflamme, il faut se poser la question, pourquoi je suis énervé? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi là j'ai envie juste de gueuler sur Internet? Et c'est un peu pour qu'ils se rendent compte aussi du côté psychologique qu'il y a dans les fake news. Et donc ça, je ne peux pas vous dire que ça marche à tous les coups, mais dans les petits exemples qu'on a, on sent quand même, ben, comme le procès des médias, c'est très intéressant quand ils sont divisés en deux groupes et qu'un groupe, même quand ils n'y croient pas, ben, ils doivent dire, ben, les médias font un bon boulot, ils doivent trouver des arguments pour. Mais là, on voit qu'à la fin, ben, finalement, ça les réfléchissent quand même un peu plus. Ils se disent, bon, bah, finalement, j'avais pas vraiment vu ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine et je suis sûre que Margot, enfin, j'imagine que c'est la même chose. Tu as peut-être plus. Bah ouais, pour compléter, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire déjà. Et puis, alors justement, j'étais en train de rechercher des chiffres qu'on voit pendant la formation. Et en effet, c'est un phénomène qu'on observe aussi, hein. Et d'ailleurs, dans l'étude de l'ARCOM 2024 sur les Français et l'information, 22% des Français et Françaises déclarent s'informer moins qu'avant. Et bon, alors il y a plein de choses, hein, qui peuvent expliquer cela. Déjà, l'information très négative. Et puis aussi, bah, comme vous le disiez, je crois, une sorte de défiance un peu généralisée envers les institutions d'abord, qui finalement s'étend sur les médias, puisque surtout les médias institutionnels, du coup, forcément. Après, nous, on a toujours eu comme levier d'action, nous, on a toujours cru aussi en la mise en pratique. Et en fait, faire de l'info aux jeunes, en fait, ça marche très bien. Puisque alors, vous pouvez vraiment le faire en mode vraiment projet, hein. Ça peut être, je sais pas, créer un petit journal, créer une petite page sur Insta, j'en sais rien. Enfin, et en fait, vous leur faites se questionner tout au long de ce projet sur la fabrication de l'info. Et du coup, ils vont naturellement en fait se poser plein de questions sur qu'est-ce que je dois dire, comment je le dis,
mais du coup, si moi je réfléchis comme ça veut dire que les autres réfléchissent comme ça. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent dans cette mise en pratique. Et en plus, enfin, concrètement, quand on fait quelque chose, on se rend plus compte de ce qui se passe. Et voilà, là, ils peuvent découvrir un peu les coulisses. Et je pense que ça peut aussi aider beaucoup pour la remobilisation de ces jeunes-là autour de l'information et de leur donner envie, aussi leur montrer aussi que l'information, c'est pas juste du négatif, des fausses, des fake news. Parce que aussi, il y a beaucoup ça qui est mis en avant dans les médias. Les adultes répètent souvent, on leur répète tout le temps en fait que l'information elle est fausse, elle est trafiquée, etc. Et donc peut-être aussi avoir une autre approche, bon bien sûr parler aussi de ça, mais aussi avoir une approche plus positive, montrer qu'en fait on a la capacité à agir aussi sur l'information et qu'on peut aussi apprendre des choses, suivre en effet des personnes qui sont plus fiables, entre guillemets. Enfin voilà, c'est aussi avoir une approche plus positive, je pense, et les mettre en pratique, qui peut aussi aider. Bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne une toute dernière question, si besoin, enfin si envie. Je sais qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors, il y a une question dans le chat. Fabriquer des fake news pour connaître le processus de création et d'impact est souvent utilisé. Selon vous, ce type d'atelier est-il plutôt productif ou contre-productif? Avez-vous des retours? Moi, je le fais, mais je le fais en fait en divisant, ça dépend du nombre de personnes dans la salle, mais je vais créer 4 groupes ou 3 groupes selon le cas, et chaque groupe en fait pourra choisir un sujet, on va dire si c'est un sujet, voilà, si on n'a pas beaucoup de temps. Donc mais il faut avoir un minimum de 2 groupes. Et donc chaque groupe va fabriquer une fake news. Je cadre un peu les sujets politiques, environnement ou santé. Je leur dis, ils peuvent créer 3 à 5 supports de fake news, donc des mimes, des photos, des chansons, et ils sont complètement libres. Et ensuite, ils présentent en fait leurs fake news sans nous dire comment ils sont arrivés là, parce que le point de départ, c'est toujours dire, voilà, vous êtes en fait des influenceurs et une organisation un peu dubiteuse vous offre beaucoup d'argent pour créer une campagne de désinformation. Donc, et après, en fait, l'autre moitié qui n'a pas, on va dire, si vous avez 2 groupes, l'autre moitié qui n'a pas assisté à ça, en fait, eux, c'est les fact-checkers et les journalistes. Donc, le premier groupe va présenter sa campagne de désinformation sans dévoiler leur approche. Et puis, l'autre groupe, en fait, doit essayer de détecter la fausse information, expliquer. Parce que si vous, là, ça marche super bien, parce que, et puis l'autre groupe fait la même chose, là, ça marche bien. Je pense que seulement créer une fake news sans avoir le côté des jeunes en fait qui sont impliqués, donc avoir un groupe qui est aussi fact-checker, on va dire journaliste, là je trouve ça un peu plus compliqué. Mais si vous et là pour le coup ça marche super bien parce qu'ils, enfin, de mon expérience ça marche. Ils adorent l'exercice. Les deux côtés aiment beaucoup ceux qui créent et ceux qui voilà font la recherche. Et puis en plus, ils se rendent bien compte à quel point c'est facile d'un côté de créer la désinformation et à quel point ça peut être difficile aussi de la décortiquer, notamment quand on parle de religion et de croyances et tout ça. Donc, je trouve au niveau pédagogique, c'est assez riche. Mais pour moi, personnellement, je ne sais pas ce que Margot, si vous faites ça de votre côté, mais voilà, je pense qu'il faut avoir l'autre. Non, de toute façon, ils connaissent les jeunes, ils sont tellement doués en outils, ils n'ont pas besoin, ils savent de toute façon comment on crée. Donc, je pense que c'est pour ça c'est important qu'il y ait les deux côtés. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre disponibilité et pour toutes ces ressources, tout ce que vous nous avez partagé pendant 1 heure. C'était super bien. Et il y a eu plein de réactions chouettes, donc c'était un beau webinaire. Merci à tous d'avoir été présents et on reste disponible si jamais vous avez encore des questions par Mattermost notamment. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée.
À très bientôt et merci encore Nina et Margot d'avoir été là. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci.